Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 avril 2026 et nous arrivons à un moment de l'histoire de l'espèce humaine où le développement d'un monde nouveau, qu'on appelle les BRICS, va faire éclater un empire. L'empire américain, avec ses 750 bases militaires dans le monde, un empire qui s'est construit relativement vite, en moins d'un siècle, mais qui a des racines longues de plus de 8 siècles. L'histoire commence à l'époque du père de Marco Polo. Nous sommes dans les années 1250 de l'ère chrétienne et l'Église catholique dirige tous les pays d'Europe et l'Europe domine le monde. Nous sommes à Venise, le père de Marco Polo revient dans sa ville natale après un voyage de plus de 15 années au cours duquel il a découvert d'autres civilisations et des pays encore inconnus dans le monde occidental. Pour acheter les produits par ces pays et les revendre avec profit, il faut de l'or, car à 500 jours de marche, il faut payer comptant et même d'avance. Pour acheter une cargaison, c'est-à-dire de quoi remplir un bateau, il fallait beaucoup d'or à l'époque, surtout lorsqu'il s'agissait de produits précieux. L'Église catholique interdisait le prêt d'argent avec prise d'intérêt. C'est un péché mortel. L'intérêt se calcule sur le temps, or le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide quand et comment. Un chrétien qui se livre à un prêt d'argent avec prise d'intérêt est immédiatement excommunié et interdit de sépulture. C'est un crime. Mais pour faire du commerce avec des pays lointains, il faut des sacs d'or au départ du voyage. Les rabbins n'interdisent pas la prise d'intérêt sur les prêts. Ils ont même codifié les taux, 10% par an pour les constructions et 30% pour les semences, car la durée du prêt pour les semences n'est que de 4 mois. À Venise, ceux qui prêtent de l'or ont l'habitude de s'asseoir sur des bancs pour parler affaires. On va les appeler les banquiers. Et en français, ça va devenir banquier. Comme ils sont les seuls à être autorisés à effectuer des prêts avec prise d'intérêt, et qu'à cette époque, il n'y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la succession, ces familles de banquiers vont accumuler des fortunes immenses au cours des siècles. Pour comprendre, il faut savoir qu'une somme de l'équivalent de 100 000 € prêtés avec un taux d'intérêt de 10% par an devient, après 150 ans de prêts successifs, la somme de 6 milliards d'euros. À cette époque, il n'y a pas de droit de succession à payer à l'État et ces familles accumulent et se transmettent des fortunes de génération en génération. Le commerce, c'est bien, mais très vite, ils se rendent compte que la guerre, ça rapporte beaucoup plus. Quand un prince ou un roi est en guerre, il est prêt à payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, puisque ce n'est plus une question de profit, c'est une question de vie ou de mort. Alors oui, la guerre, ça rapporte à ceux qui financent la fabrication du matériel pour faire la guerre, ça rapporte à ceux qui financent le paiement des armées. Tout cela, les banquiers le savent et ils vont faire tout naturellement leur métier de banquier. Ce qui était autrefois
le monde des banquiers est devenu aujourd'hui le lobby de la finance. Les sommes qu'ils brassent sont devenues stratosphériques par rapport à ce qu'un être humain peut utiliser dans sa vie. Le lobby de la finance s'est déplacé au cours des siècles en suivant les courants de l'immigration. D'abord installé au cœur de l'Europe, puis son centre de gravité s'est installé à Londres avec le développement de l'Empire britannique. Puis tout naturellement s'est déplacé aux États-Unis où la révolution industrielle a permis de développer des fortunes qui petit à petit se sont développées non plus sur la vente du matériel, mais carrément sur la spéculation. En quelque sorte, la crème de la crème. La bourse, une machine inimaginable à l'époque où les hommes gagnaient leur nourriture en travaillant physiquement. Le pouvoir de la finance est resté pendant des siècles à l'intérieur du monde de la finance et du commerce, et se contentait d'amasser des fortunes en finançant des guerres. Depuis les années 1960, le pouvoir de la finance a pris possession de tous les pouvoirs. Le pouvoir médiatique et le pouvoir politique qui commandent le pouvoir militaire. Avant, ils se limitaient à financer les guerres. Maintenant, ils veulent diriger l'action militaire dans la guerre. Ils sortent de leur domaine de compétences. En France et en Angleterre, le lobby de la finance dirige ces pays de façon indirecte, avec beaucoup de discrétion. Aux États-Unis, depuis les années 1960, le lobby de la finance agit au grand jour et ne se contente plus de financer les campagnes des sénateurs ou des représentants, il les achète carrément et ouvertement. Le prix d'un sénateur est actuellement de 270 millions de dollars. Le lobby de la finance qui dirige le Congrès américain, non, il possède carrément les sénateurs, les représentants sont devenus les serviteurs du lobby de la finance. À l'époque des seigneurs en France, on les aurait appelés des serfs, avec une différence notable. Les serfs ne possédaient rien, alors que les députés américains et les sénateurs possèdent de magnifiques demeures et vivent dans le très grand luxe. Beaucoup d'Américains ont compris comment fonctionne le système. Mais aujourd'hui, il est impossible d'en sortir car tout est ficelé, même sur le plan juridique. Tant que la finance restait dans des dimensions matérielles, elle était relativement contrôlable. Mais au cours des dernières décennies, elle a pris une dimension spirituelle avec une vision fanatique et là, plus rien ne peut être raisonné et on tombe dans l'excès et surtout dans l'injustice. Quand le pouvoir financier contrôle tous les autres pouvoirs, nous entrons dans un monde totalitaire où tous les excès sont possibles. Celui qui tient le micro raconte autant de mensonges qu'il veut, puisque c'est lui qui tient le micro. Les autres ne sont autorisés qu'à poser des questions. Les réponses sont fournies exclusivement par celui qui tient le micro. Alors on vous dit que l'armée iranienne est complètement défaite, que les Iraniens sont prêts à capituler, à se rendre pour éviter le pire, etc., etc. Ce ne sont que des mensonges, de la propagande. Mais les faits sont têtus, et seuls les navires autorisés par les Iraniens peuvent passer par le détroit d'Ormuz. Ça, ce sont des faits, c'est la réalité. Aujourd'hui, Israël, qui dirige le lobby de la finance, dirige ouvertement la politique des États-Unis et choisit le candidat qui deviendra président des États-Unis pour servir les intérêts d'Israël, même si les intérêts d'Israël s'opposent à ceux des États-Unis.
lorsque le président des États-Unis prononce un discours devant le Congrès, c'est 1 minute d'applaudissement à la fin du discours. Quand Netanyahou prononce un discours devant le Congrès américain, c'est 50 minutes d'applaudissements debout. Entre 1920 et 1990, les États-Unis ont pris le contrôle de tous les pays du Golfe, là où se trouvent les plus importants et les plus rentables gisements de pétrole et de gaz. En 1995, le coût d'extraction d'un baril de pétrole en Arabie saoudite était de 1 dollar par baril et était de 10 dollars en Sibérie et 12 dollars au large de la Norvège. Lorsqu'à l'époque, le prix de vente était aux alentours de 15 dollars le baril, vous voyez la différence en termes de profit. C'est-à-dire 3 dollars pour la compagnie en Norvège, 14 dollars par baril pour la compagnie en Arabie saoudite. Pour le gaz, l'écart est encore plus grand entre le gaz extrait dans le nord de la Sibérie et le gaz extrait au Qatar. Non seulement les États-Unis contrôlent tous les pays du Moyen-Orient, sauf l'Iran, mais en plus, ces pays paient très cher la protection des États-Unis, mais ils n'avaient pas le choix. Les États-Unis ont installé des bases militaires dans ces pays et ont imposé l'achat de leur matériel militaire. Israël a déclenché la guerre contre l'Iran, sachant que les États-Unis fourniraient l'essentiel du matériel et surtout les hommes. Israël a attaqué l'Iran en juin 2025, pensant que la victoire arriverait en quelques jours et que le lobby de la finance pourrait installer à la tête de l'Iran des dirigeants aux ordres d'Israël et des compagnies pétrolières sous la direction du lobby de la finance. Après 12 jours de guerre, en juin 2025, Israël a réclamé un cessez-le-feu car il ne restait plus de missiles et beaucoup d'installations importantes en Israël étaient détruites. Alors, pourquoi recommencer une guerre contre l'Iran puisque Israël s'est rendu compte qu'il n'a pas les moyens de gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran? C'est la question principale et très importante qu'aucun média en France ne se pose. Et la réponse est simple. C'est parce que Israël a l'intention d'utiliser son arsenal nucléaire contre l'Iran pour remplacer l'équipe qui dirige l'Iran et mettre à la place une équipe favorable aux intérêts d'Israël. Les Américains sont entraînés dans une guerre qu'ils vont perdre et qu'ils vont perdre surtout en perdant leur plus gros client d'achat de matériel militaire. Et surtout, ils vont perdre également la fourniture de l'énergie et des engrais qu'ils touchent à des prix très bas. Au Moyen-Orient, les Américains ont vendu 5 radars dont le prix de chacun varie entre 700 millions et 1,2 milliard de dollars. Des centaines d'avions dont le prix varie de 100 à 250 millions de dollars chacun. Sans parler des frais de maintenance qui constituent une véritable rente pour les États-Unis. L'Iran a la capacité de détruire toutes les installations pétrolières des pays du Golfe et a la capacité de détruire les usines de désalinisation et rendre tous ces territoires invivables, sans air conditionné et sans eau potable. L'Iran a la capacité de plonger le monde dans une crise que le monde n'a jamais connue, avec une récession mondiale que peu de personnes ont la capacité d'imaginer.
Toute cette situation est le résultat d'une décision prise par une poignée d'individus fanatiques qui entourent Netanyahou et dirigent les États-Unis. Pour obtenir des informations sur l'évolution de la situation dans les pays concernés au Moyen-Orient, je regarde une fois par jour les informations sur Al Jazeera en anglais. C'est une chaîne de télévision installée à Doha, au Qatar, qui a de gros moyens financiers et emploie des reporters installés dans de nombreux pays. Malgré cela, il est difficile d'avoir des informations précises sur les destructions faites en Iran par l'armée américaine et israélienne et sur les destructions faites en Israël et dans les pays du Golfe par les missiles iraniens. Nous savons que le nombre de morts dans la population civile en Iran dépasse le chiffre de 2000 après 29 jours de guerre et le nombre de blessés dans la population civile est d'environ 10 000. Les Israéliens et les Américains ont détruit de nombreuses écoles, dont une école de jeunes filles, tuant 173 écolières. De nombreux hôpitaux ont été bombardés et en partie détruits. De son côté, les missiles iraniens ont détruit 4 des 5 radars vendus par les Américains dans plusieurs pays du Golfe. Ils ont détruit en grande partie du port naval de Bahreïn et les dégâts matériels causés en Israël sont énormes. Les installations pétrolières d'Haïfa en Israël sont en partie détruites. Israël mène une offensive terrestre contre le Hezbollah, installé au Liban, et l'armée israélienne subit des pertes importantes, dont 28 chars détruits en moins d'une semaine. Netanyahou a rappelé 400 000 réservistes de plus, mais plus de 50% n'ont pas répondu à cet appel. Il faut dire que de très nombreux Israéliens ont fui Israël depuis le mois de janvier 2024 et beaucoup d'autres vont quitter ce pays avant qu'il ne disparaisse. L'Iran s'est maintenant débarrassé de ses stocks de vieux missiles fabriqués entre 2012 et 2018 et commence maintenant à utiliser des missiles de fabrication plus récente avec notamment des missiles transportant 1 tonne d'explosifs. Les dégâts matériels en Israël vont aller en augmentant, car pendant que les stocks israéliens de missiles et antimissiles diminuent et approchent de zéro, la production de missiles en Iran augmente chaque jour dans les ateliers de production installés dans les centaines de tunnels creusés dans la montagne en Iran. Le rapport des forces qui était de 2-1 en faveur de la coalition Israël-États-Unis dans les 3 premiers jours de la guerre va aller maintenant vers 5-1 en faveur de l'Iran. La situation en Israël va devenir intenable si la guerre se poursuit pendant plus de 4 semaines. La propagande mensongère menée par Donald Trump va être discréditée par les faits qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Le ridicule ne tue pas, et c'est bien dommage, car cela nous aurait libérés d'un individu vulgaire et dangereux. Depuis le mois de janvier 2024, la situation économique en Israël est catastrophique et ce pays ne tient que par les versements bancaires versés par les États-Unis. Nous arrivons maintenant à un point de bascule. Soit Israël ou les États-Unis utilisent des armes nucléaires dans les semaines à venir, soit les Américains devront quitter toutes leurs bases militaires installées dans tous les pays du Moyen-Orient. Et les pays d'accueil, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Koweït,
le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, etc., devront payer la reconstruction de tous les immeubles et les installations détruites en Iran par des Américains et verser des compensations pour tous les blessés et les morts. C'est ainsi que se terminent toutes les guerres depuis que Vercingétorix a été vaincu par Jules César. Alors, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vais vous donner quelques nouvelles qui sont arrivées juste hier. Et c'est une nouvelle que j'ai obtenue indirectement. L'Iran a bombardé l'usine pharmaceutique israélienne Teva, le plus grand fabricant de médicaments génériques au monde. Il y a eu des fuites chimiques, explosions secondaires et l'usine est en feu. L'Iran a mis hors de service une centrale électrique israélienne dans le Negev, c'est-à-dire la partie du côté de Dimona. L'Iran a mené 27 frappes sur le Negev sans aucune activation visible de la défense aérienne. C'est ce que l'on a pu constater. Et donc, la situation s'aggrave en Israël. Maintenant, nous savons que vraisemblablement, Donald Trump va donner l'ordre aux troupes américaines d'attaquer les 2 petites îles qui sont dans le Golfe. Et donc là, je crains que nous allons assister à une véritable boucherie et que les Américains vont payer très cher cette aventure pour laquelle ils n'avaient directement, ils n'étaient pas menacés, ils n'avaient aucune raison de faire cette guerre. Donc, nous reviendrons certainement dans quelques semaines ou quelques jours sur cette situation qui va évoluer maintenant, puisqu'il s'agit d'engager des hommes au sol. Beaucoup de jeunes Américains vont perdre un bras, une jambe ou carrément la vie. Et c'est peut-être que ça va permettre à la population américaine de se rendre compte que leur pays est dirigé non plus par des gens librement élus, mais par des gens qui sont choisis par avance par une organisation qui s'appelle AIPAC et qui ne s'intéresse que aux intérêts d'Israël. Voilà, à très bientôt et bonne journée, bonne semaine.